Voici venu le temps de Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique avec les titres de l'actualité ce matin, Saveria. Bonjour à tous. Encore de nombreuses zones d'ombre après l'audition d'Alexandre Benalla hier au Sénat. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a répondu pendant plus de 2 heures aux questions des sénateurs, des échanges parfois tendus. Alexandre Benalla a souvent refusé de répondre en invoquant l'information judiciaire en cours, mais il admet des erreurs. Les Territoires Unis mettent en garde Emmanuel Macron. Hier au Sénat, les 3 principales associations d'élus, les régions, les départements et les communes, ont exposé leur vision de la situation politique avec un mot d'ordre, la décentralisation. Mieux armer les bailleurs sociaux contre les trafics et les troubles de voisinage, c'est l'objectif d'une proposition de loi examinée aujourd'hui au Sénat. La droite sénatoriale propose le rétablissement de 2 articles de la loi Elan, la loi sur le logement et l'aménagement du territoire, articles qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel. 2 heures de questions-réponses et des échanges parfois tendus. Alexandre Benalla a souvent refusé de répondre, invoquant l'information judiciaire en cours, mais il admet des erreurs. Pour Philippe Bas, le président de la commission d'enquête sur cette affaire Benalla, la question d'une éventuelle protection de l'État n'est pas complètement résolue après l'audition d'Alexandre Benalla. Les explications de Sandra Cerquera. Comme en septembre dernier, il arrive sous une nuée de caméras. Une deuxième audition attendue, notamment pour faire la lumière sur l'utilisation des passeports. Avant même d'être interrogé, Alexandre Benalla précise que ces passeports ont été laissés à l'Élysée après son licenciement et qu'il les a restitués en octobre dernier. Il affirme ne pas avoir menti. Je tiens juste à vous dire que j'ai constaté que ces passeports, et on m'a fait savoir que ces passeports n'étaient pas désactivés. Sinon, je n'aurais pas voyagé avec ces passeports. Alexandre Benalla dit les avoir utilisés 23 fois pour justifier de son identité. Mais la commission d'enquête n'apprendra rien de plus. L'ex-chargé de mission à l'Élysée se retranche derrière l'instruction judiciaire en cours et prône son droit au silence, faisant ainsi monter la tension à chaque nouvelle question. Je vais réitérer mon propos une 3e fois. La justice étant saisie des faits concernant les passeports au sens large et les passeports de service et les passeports diplomatiques, s'intéressant également aux conditions d'obtention de ces passeports et non pas simplement aux conditions d'utilisation, et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs. Monsieur Benalla, permettez-moi de vous dire que vous avez une conception singulière de ce que c'est que le respect des institutions. Je dois vous dire que le respect des institutions, c'est aussi savoir que l'autorité judiciaire n'a pas le droit de porter d'appréciation sur une décision administrative. Et par conséquent, c'est bien à nous de le faire. Les pouvoirs d'enquête de la commission prennent fin ce jeudi. Suivra un rapport avec des propositions pour qu'une autre affaire Benalla ne se reproduise pas, comme le rappellent régulièrement les sénateurs. Voilà, et cette audition Saveria a parfois été très tendue. Alexandre Benalla a refusé de répondre à maintes reprises aux questions des sénateurs. L'ancien chargé de mission de l'Élysée s'est abrité derrière l'information judiciaire en cours. Je suis désolé, monsieur le sénateur, mais les conditions d'attribution, de détention et d'obtention, ainsi que de restitution de ces passeports, concernent l'information judiciaire en cours, et j'aurai des questions donc de 2 juges d'instruction qui sont saisis là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Une information judiciaire étant ouverte et étant très respectueux des institutions, je répondrai aux questions des magistrats instructeurs. Aujourd'hui, la justice s'intéresse à savoir comment j'ai obtenu ces passeports. Donc je vous réitère pour la 4e fois que je ne pourrai pas répondre à cette question, qui n'est pas une question d'ordre administratif, mais d'ordre judiciaire. Je tiens à vous dire que votre interprétation est erronée et que, d'ailleurs, vous n'avez pas à opposer à une commission d'enquête parlementaire votre propre interprétation par rapport à celle que nous faisons, car c'est notre rôle d'interpréter notre mandat et de définir le champ des questions que nous avons à vous poser et auxquelles vous pourriez répondre. Voilà, on va passer maintenant à l'œil 2, on va enfin avoir des explications. C'est Jean-Philippe de Rosier qui est avec nous. À tout de suite.
L'œil de Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste, et qui va tout nous expliquer ce matin. Bonjour Jean-Philippe, on vient de le voir, Alexandre Benalla a donc refusé de répondre à plusieurs reprises aux questions des sénateurs, notamment pas sur l'utilisation des passeports diplomatiques, mais sur l'obtention de ces passeports. Est-ce que vous jugez qu'il a eu tort de choisir de ne pas répondre ? On est dans un cadre assez clairement défini, tant par la Constitution que par la loi qui donne vie à cette commission d'enquête. La Constitution pose deux principes. Celui de la séparation des pouvoirs, qui vaut entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, tandis que la loi précise qu'une commission d'enquête ne peut pas être créée sur des faits qui font l'objet de poursuites et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Et si des poursuites sont engagées après la création de la commission d'enquête, alors cette commission d'enquête doit cesser. Là, on est dans une configuration où la question de la séparation des pouvoirs a évolué depuis le début des travaux de cette commission d'enquête, puisque au début, souvenez-vous, lorsque les collaborateurs du président de la République étaient auditionnés, ils disaient toujours « je suis là sous autorisation du président de la République », c'est-à-dire il y a séparation des pouvoirs entre le président et le Parlement, vous ne devriez pas pouvoir enquêter. Et cet argument-là ne valait pas, parce que le Parlement est dans son rôle pour contrôler le pouvoir exécutif, y compris la présidence de la République. Là, la séparation des pouvoirs vaut entre le juge et le pouvoir législatif, non pas pour éviter une collision ou interdire un contrôle, mais bien pour permettre à la justice de faire son travail en toute indépendance. À cela s'ajoute un autre principe constitutionnel dont s'est prévalu Alexandre Benalla, qui est celui de la présomption d'innocence, qui a pour corollaire le droit de non-incrimination. C'est-à-dire que c'est le fameux droit à garder le silence dont on entend souvent parler, et qui est le droit de ne pas s'auto-inculper, s'auto-incriminer pour mieux préparer sa propre défense. Et c'est cela qu'il a invoqué hier, qui lui permet effectivement de ne pas donner certaines réponses. Sauf que la loi, toujours, impose de répondre à une commission d'enquête et à une question qui est posée dans le cadre d'une commission d'enquête. Mais c'est la loi qui le dit, qui naturellement s'efface face à la Constitution. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire qu'il aurait dû, Alexandre Benalla aurait dû répondre à toutes les questions, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Y compris celles qu'il juge incriminantes ? Non, justement, parce que la loi l'oblige à répondre, mais la Constitution, qui prévaut sur la loi, lui permet d'invoquer un droit constitutionnel à garder le silence. Donc le droit constitutionnel est plus fort que la loi, si vous voulez. Donc il peut l'invoquer. Après, c'est une question d'interprétation. Les sénateurs jugeaient qu'ils devaient répondre. Lui considère qu'il n'a pas à répondre. Si les sénateurs le jugent nécessaire, ils vont saisir un procureur, parce que c'est pénalement répréhensible, et le juge décidera. Là, on s'est placé du côté d'Alexandre Benalla. J'aimerais maintenant qu'on regarde du côté des sénateurs. Comment vous jugez que les sénateurs ont géré cette ligne de crête sur laquelle ils se trouvaient, c'est-à-dire de ne pas l'interroger sur toute la procédure judiciaire ? Eh bien, de façon logiquement extensive. Extensive parce que l'on est dans le cadre d'une commission d'enquête qui s'intéresse à des faits qui font l'objet de poursuites. Alors, la mission de la commission d'enquête a été ainsi définie pour que, justement, elle puisse voir le jour et que, par une interprétation, ça ne porte pas exactement sur les faits incriminés. La commission d'enquête, elle porte sur le dysfonctionnement au sein des services de l'État. Tout à fait, et précisément sur la façon dont la protection des hautes personnalités, notamment le président de la République, est assurée. Et M. Benalla est poursuivi pour des faits du 1er mai et aujourd'hui pour la question des passeports diplomatiques. Et donc évidemment, lorsqu'il l'interroge sur ces passeports diplomatiques, il y a naturellement une collision. Mais l'on assiste depuis une vingtaine d'années à peu près au Parlement à des commissions d'enquête qui peuvent être créées de plus en plus sur des faits connexes à des faits qui font l'objet de poursuites. Ce n'était pas le cas à la fin des années 90, au début des années 2000, mais depuis, je vous dis, une petite vingtaine d'années, on a cette extension. Et donc les sénateurs, évidemment, s'engouffrent dans cette brèche. C'est pour ça que je dis logiquement extensive. Sur le principe même de la séparation des pouvoirs, cette commission d'enquête n'aurait pas dû voir le jour, ou en tout cas, elle ne devrait pas enquêter sur la question des passeports diplomatiques qui font précisément l'objet des poursuites. Mais vu la continuité, l'évolution de la doctrine parlementaire, on pouvait s'attendre à ce qu'il le fasse. Merci Jean-Philippe Derosier, merci beaucoup pour cet éclairage. Qu'on retrouve sur Twitter d'ailleurs. Dans le reste de l'actualité, les territoires unis qui mettent en garde Emmanuel Macron. Hier, au Sénat, les 3 principales associations d'élus, les régions, les départements et les communes, ont exposé leur vision de la situation politique avec un mot d'ordre, la décentralisation. C'est un sujet de Béatrice Faisan. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir
ce matin au Sénat pour ses premiers vœux de territoire uni lancés à Marseille en septembre dernier. Et dont l'objectif principal est de réhabiliter les territoires en privilégiant l'échelle locale. Une union des villes, des départements et des régions de France inédite, alors que les corps intermédiaires se sentent incompris par le pouvoir central. Taxes d'habitation, services publics, financement, décentralisation, autant de sujets variés remontés par les élus de terrain auprès du gouvernement en vain. Ce pouvoir a tellement centralisé les décisions qu'il s'est mis à dos, c'est vrai, régions, territoires et départements et communes. Donc on ne peut que se féliciter de voir ce dialogue renouer. Mais l'ambition d'un acte 3 de la décentralisation, c'est peut-être le meilleur soutien qu'on peut apporter au gouvernement, que l'État se libère de ce qu'il ne peut plus faire, qu'il confie aux communes, qu'il confie aux départements, qu'il confie aux régions ce que nous savons faire, ce que nous pouvons porter. Et parce que nous serons au coin de la rue, nous ne serons pas au bout du monde. Des vœux qui tombent juste au moment où Emmanuel Macron lance le grand débat national, l'occasion pour les territoires de compter. Pour agir, on a besoin du terrain et les élus locaux, c'est le terrain. Et nous pouvons apporter au président de la République la correction de sa politique dont on voit bien qu'elle est nécessaire. Dès le mois prochain, les territoires unis se disent prêts à participer au débat national sur le thème notamment de la décentralisation, seule réponse selon eux à la crise actuelle. Voilà, on poursuit Territoire Sénat. Place maintenant à l'interview politique au face-à-face dans un instant. Face avec Joël Labbé. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sénateur écologiste du Morbihan. Joël Labbé. Bonjour Joël Labbé, nous sommes bien sûr au lendemain de cette audition d'Alexandre Benalla. Qu'en avez-vous pensé et surtout que pensez-vous de cette affaire ? Je suis dérangé par cette affaire et l'importance qu'elle prend. Et il est absolument normal qu'il y ait transparence là-dessus. J'estime que le Sénat, dans le cadre de sa commission d'enquête, est pleinement dans son rôle d'investiguer et de ce fait d'informer nos concitoyens de ce qui est quand même un fort dysfonctionnement de l'État à son plus haut niveau. Le Sénat fait œuvre démocratique avec cette commission d'enquête ? Oui, absolument. Est-ce que, à votre sens, c'est une affaire d'État, cette affaire Benalla ? Oui, et plus que jamais. Parce qu'il y a eu la première affaire de violence qui était répréhensible déjà. Maintenant, ces histoires de passeports, une véritable histoire à ne rien y comprendre, des passeports diplomatiques qui ont été rendus, qui ont été récupérés ensuite on ne sait comment, qui ont été utilisés pour aller en Afrique, c'est le flou le plus complet. Moi, je suis surpris que le président de la République, qui est directement concerné, reste silencieux là-dessus. Vous trouvez qu'il aurait dû être auditionné par la commission d'enquête, Emmanuel Macron ? Alors, je ne sais pas si ça peut se Certains professeurs de droit disent, certains constitutionnalistes disent que c'est une possibilité. Ouais, pour moi, en tant que président de la République, il ne devrait pas avoir besoin d'aller là. Il devrait s'exprimer lui-même. Si les choses sont claires, qu'il le dise. S'il y a eu des dysfonctionnements, c'est de sa responsabilité, qu'il le dise et calmement. Très bien. Alors, dans le reste de l'actualité, Joël Labbé, il y a bien sûr la crise des Gilets jaunes et le lancement du grand débat national. Est-ce que ce grand débat, vous y croyez ? Est-ce que c'est la bonne réponse à la crise des Gilets jaunes ? C'est une réponse. Maintenant, déjà, elle arrive tardivement par rapport à l'expression du gouvernement. Tout le monde le dit, la crise, parce que c'en est une, a été très très mal gérée dès le début. Ce grand débat, quelque part, c'est une nécessité et un débat de fond. Alors, on veut y croire, avec beaucoup de doutes par rapport aux annonces du président de la République, notamment sur les questions fiscales, les décisions qui ont déjà été prises, on ne reviendra pas là-dessus. Vous jugez que le débat, tel qu'il est posé aujourd'hui par l'exécutif, est trop corseté ? À mon sens, oui. Parce qu'on est face à un lourd problème de société, que c'est le moment de se mettre autour de la table et justement de collectivement d'abord, pour nous les politiques, nous reconnecter avec les aspirations de la population. Et cela d'une façon organisée.
Alors, parmi les revendications des Gilets jaunes, il y a bien sûr le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les parlementaires socialistes veulent un référendum sur cette question. Je vous propose d'écouter Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Ce fameux référendum d'initiative partagée pour le rétablissement de l'ISF est en cours. En termes de réception des signatures, il nous faut 185 parlementaires signataires de la proposition de loi avant que celle-ci soit soumise au Conseil constitutionnel et ensuite pour pouvoir ramener avec nous tous les électeurs qui voudront bien nous soutenir par leur propre signature. 185, 20% du Parlement, nous en sommes aujourd'hui à 156 au moment où je vous parle. Donc nous progressons tous les jours, nous engrangeons tous les jours des signatures. Il leur manque 29 signatures. Est-ce que vous allez signer ce référendum ? J'ai déjà signé spontanément dès qu'il a été lancé. Parce que c'est quelque chose qui existe déjà, qui n'a jamais été utilisé. Je crois que ça date de 2008, référendum d'initiative partagée, 185 parlementaires, qui enclenche ensuite la demande de signature de la population. Mais en quoi est-ce primordial de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune aujourd'hui ? La première des choses, c'est extrêmement symbolique. Donc la première des choses, c'est de le remettre en débat. Ce que refuse le gouvernement, si le gouvernement a véritablement des arguments qui tiennent, vérifiés, eh bien qu'il le mette en débat. Ce qui est incompréhensible, c'est qu'il y ait ce refus de débattre là-dessus. Pour la population, c'est incompréhensible parce que je crois que c'est de l'ordre de 70% de la population qui le souhaite. Et là, le gouvernement reste fermé là-dessus. Alors, on a cet outil à la fois parlementaire et à la fois citoyen. 185 parlementaires, c'est pas rien, mais c'est atteignable. Je crois qu'il manque seulement une vingtaine. Alors, on va 29, voilà. Ouais, ok, on va rediscuter avec nos collègues parce que c'est assez incompréhensible qu'on se mure comme ça en disant mais non, on ne veut pas de ce débat. Moi, je trouve ça complètement étonnant. Il y avait encore 80 000 personnes samedi dernier dans toute la France à manifester. Néanmoins, on sent quand même que la mobilisation autour du mouvement des Gilets jaunes est moins importante. Est-ce que vous jugez qu'on est au bout de cette crise des Gilets jaunes ? Alors peut-être de la crise des Gilets jaunes parce qu'il y a essoufflement, parce qu'il y a le débat qui est attendu. Maintenant, la crise profonde sociétale, on n'est qu'au début à mon sens parce qu'il y a des questions qu'il va falloir résoudre, donner des réponses véritables et ça c'est en se mettant autour de la table. Joël Labbé, j'aimerais qu'on en vienne à votre actualité. L'article 2 de la loi Labbé, il y a une loi qui porte votre nom. C'est l'interdiction de tous les pesticides dans les jardins, dont le glyphosate, dont on parle beaucoup. Cet article 2 de la loi Labbé entre en vigueur. Comment ça se passe concrètement ? Ça y est, il n'y a plus de pesticides dans les jardins ? Oui, donc interdit à la vente, à la détention et à l'utilisation dans les jardins domestiques. C'est l'article 2 de la loi. Pour mémoire, l'article 1 a interdit depuis le 1er janvier 2017 l'utilisation sur les espaces publics des communes. On avait annoncé que c'eût été une catastrophe. Ça fonctionne très bien. Pour les jardins domestiques, on sait qu'il y a des alternatives, qu'on peut faire autrement. Ça va fonctionner aussi et c'est en cours. De toute façon, maintenant, c'est la loi. Et j'y tenais. Il y a un moment où il faut que la loi s'impose. Nous, on est là pour ça. Cette interdiction, elle concerne également le glyphosate, hein ? Absolument. Mais pas que. Mais le glyphosate est interdit pour les particuliers. Mine de rien, alors c'est une petite loi, je l'appelle loi pied dans la porte, parce que ce sont les mêmes molécules qui sont utilisées en agriculture. L'objectif, c'est que les choses se généralisent et qu'on arrive vers les alternatives qu'on appelle transition. Quelle est l'étape d'après cette loi ? Est-ce qu'il faut une nouvelle loi pour maintenant interdire les pesticides dans les cultures ? Maintenant que c'est interdit dans les jardins, il faut aussi l'interdire partout ? À mon sens, oui. Alors, on y va molécule par molécule. Hein. Vous savez, la dangerosité des molécules. Les néonicotinoïdes, le débat a été lancé il y a 5 ans ici au Sénat. Eh bien, on a réussi à faire en sorte que la France soit le premier pays à les interdire. Et l'Europe a suivi. Le glyphosate s'est annoncé maintenant. Les jours du glyphosate sont comptés, qu'on le veuille ou non. Et le monde agricole, ou un certain monde agricole qui y tient encore, doit s'y préparer. Et tous ces autres pesticides qu'on appelle CMR, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Ça dit bien ce que ça veut dire. Cela aussi, il va falloir les interdire. Très bien, pour terminer, après l'échec de la taxe carbone au sein du gouvernement, est-ce que vous êtes inquiet de l'avenir de toutes les questions écologiques au sein de ce gouvernement ?
Oui, je suis préoccupé quand je parle du grand débat et ce qui doit être mis sur la table et autour de la table à être discuté. Eh bien, il y a ces questions-là parce qu'on est en urgence climatique et de biodiversité. Il va bien falloir donner des réponses rapides et le lier aussi à la fiscalité et à l'ensemble de la politique. Joël Labbé, vous avez abandonné vos études à 20 ans, vous êtes donc sénateur écologiste, vous avez milité pour faire reconnaître le statut d'herboriste. Voulez-vous participer à rendre le Sénat plus proche des gens? Comment vous percevez vous cette interrogation que parfois il y a sur l'utilité du Sénat? Oui, alors tout d'abord, le bicamérisme, je me rends compte, siégeant au Sénat, de l'importance du bicamérisme, que le Sénat doit être réformé, comme l'ensemble des institutions. Vous pensez incarner cette nouvelle manière d'être sénateur? J'ose le dire, oui. Je travaille beaucoup avec la société civile organisée, avec les ONG, avec les comités de citoyens. Par exemple, on parle de la question de l'herboristerie. A priori, politiquement, on n'est pas majoritaire. Je suis convaincu qu'on va continuer à avancer, faire en sorte que le débat ne soit pas limité dans nos hémicycles, que ça devienne un débat public, même s'il n'est pas officiel, que toutes les Françaises et les Français soient au courant des enjeux et puissent aller interpeller pacifiquement leurs parlementaires pour leur demander leur position par rapport à ça. Et c'est comme ça qu'on trouvera de nouvelles majorités et qu'on changera la face de nos institutions. Labbé, salut. Merci le Morbihan beaucoup. pour nous. Merci. Merci beaucoup. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, Saveria. Il faudra suivre à 15h l'audition de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Audition devant la délégation aux Outre-mer. Tout ça dans le cadre de l'étude de la délégation sur la représentation et la visibilité des Outre-mer dans l'audiovisuel public. À 16h45, rendez-vous important, les questions d'actualité au gouvernement à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Et puis à 17h45, je vous en parlais en titre, une proposition de loi sur 2 articles de la loi Élan, la loi sur le logement et l'aménagement et le numérique. Une loi proposée par Sophie Primas, objectif mieux armer les bailleurs sociaux contre les trafics et les troubles de voisinage. Merci beaucoup, Saveria. On passe tout de suite aux une de l'actualité et de la quotidienne. Je vais y arriver. Voilà, le jingle est parti avant que je dise les unes de la presse quotidienne régionale. On démarre avec la neige qui est là, hein, bien sûr. On va le voir dans la météo dans un instant. Les saleuses sont prêtes et c'est à la une de Nord-Éclair. On l'attendait, elle arrive. 24 départements du centre et du nord, dont Paris, sont placés en vigilance orange en raison d'un épisode neigeux qui va toucher un grand quart nord-est du pays. Dans le nord, 350 tonnes de sel sont prêtes à être répandues. On attend 1 à 5 cm de neige face à la neige et au verglas. Des restrictions de circulation sont prévues. Le plan neige-verglas est enclenché en Ile-de-France, niveau 2. Et on espère que la saison 2 du Parcoursup se passera mieux. C'est à la une du Courrier Picard, un des journaux du groupe Rossel ce matin. Les lycéens peuvent inscrire leurs vœux à partir de ce matin pour le comité éthique et scientifique ainsi que pour le défenseur des droits. Le logiciel d'affectation dans l'enseignement supérieur génère des manquements à l'égalité. Les 2 instances recommandent plus de transparence dans les décisions. Frédérique Vidal, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, a prévu justement plusieurs ajustements. Principale évolution, le calendrier. Pas question de revivre une phase d'admission qui s'étire jusqu'au 5 septembre. Comme l'année dernière, la phase principale d'admission s'achèvera désormais le 19 juillet. Il ira jusqu'au bout. Il s'agit de Jean-Claude Gaudin. C'est à la une de la Provence et il s'agit de Marseille, bien sûr. Alors qu'il est particulièrement controversé depuis le drame de la rue d'Aubagne, le maire de Marseille assure « J'irai jusqu'au bout de mon mandat. Laissez-moi sortir de la rue d'Aubagne », a clamé Jean-Claude Gaudin hier. Lors de ses vœux à la presse, le maire de Marseille a dû une nouvelle fois se justifier sur sa communication après le drame et puis surtout sur sa politique de l'habitat indigne au sein de la ville. Voilà, vous allez nous dire si c'est votre cas à la une de l'Est éclair. Moins de champagne pour les Français, Saveria, c'est votre cas? Les Français achètent de moins en moins de champagne pour la première fois depuis les années 30. Le marché français représente moins de la moitié des ventes en volume, un marché français en léger repli. Mais je vous rassure, à l'international, les ventes progressent toujours autant. Voilà, et c'est votre cas ou pas?
On termine avec l'Alsace et le guide Michelin. C'est important pour beaucoup de restaurateurs. Elles ont été dévoilées hier, les fameuses étoiles du guide Michelin. Gros coup dur pour la gastronomie alsacienne. L'Alsace n'a plus de 3 étoiles. Avec la perte de la 3e étoile de l'auberge de Lille, l'Alsace ne possède plus de restaurant triplement étoilé. Un coup dur pour Marc Aberlin, qui est le chef de l'auberge de Lille, à Île-Lausanne. Son restaurant, c'est le seul, avec celui de Paul Bocuse, à avoir conservé ses 3 étoiles pendant, tenez-vous bien, 50 ans. Waouh! Merci Saveria pour cette revue de presse. Bien sûr, on vous parle de l'émission de jeudi puisque nous recevrons en exclusivité Laurent Wauquiez et nous serons en direct de l'Alsace à Strasbourg avec le président des Républicains. Voilà, dans un instant, c'est la météo des territoires de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France, mais également, vous le savez, c'est une exclusivité matin sur la TNT, les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans l'actualité hier soir, mais également dans les matinales d'infos ce matin. Très bonne journée, à demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Je ne vous ai pas menti le 19 septembre lorsque je vous ai dit que mes passeports étaient à l'Élysée. Et encore une fois, je fais confiance à la justice qui travaille dans l'affaire du 1er mai et qui fait émerger un certain nombre de vérités sur des mensonges. Plus ça va, moins ça va. On en sait encore moins aujourd'hui qu'on en savait ou qu'on en supposait il y a quelques jours. Moi, je n'ai pas les moyens de dire, Monsieur Benalla, vous m'avez menti. Ce qui m'interpelle, c'est qu'il les a récupérés et qu'il ne veuille pas dire comment il les a récupérés. Ça pose question. Là-dessus, donc je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission. J'en suis désolé. Mais nous vous posons aussi des questions là-dessus et vous êtes obligé d'y répondre. Mais je ne pourrai pas répondre à cette question. Permettez-moi de vous dire que ça n'est pas être très respectueux des institutions que de refuser de répondre aux questions qui vous sont posées par une commission d'enquête parlementaire. Vous avez une conception singulière de ce que c'est que le respect des institutions. Elle a démontré qu'il y avait forcément quelqu'un qui mentait, puisqu'il y a 2 thèses contradictoires dans l'attribution des passeports. La thèse de M. Benalla et la thèse notamment du directeur de cabinet de l'Élysée. Mon ultime conviction, dite d'ailleurs sur ce plateau, c'est que M. Benalla a menti quand il a dit qu'il avait laissé ses passeports à l'Élysée. Donc il a rementi aujourd'hui alors? Nous allons expertiser les choses. En ne nous répondant pas, il s'expose à des sanctions judiciaires puisque une commission d'enquête parlementaire jouit de droits tout à fait particuliers, originaux. Est-ce qu'il ne prend pas un risque de ne pas répondre à toutes les questions? Je pense qu'il ne prend absolument aucun risque. Je pense qu'en revanche, les sénateurs ont pris quelques risques en lui posant certaines questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'elle a servi à rien, cette audition? Pas grand-chose. Écoutez, on est dans une démocratie, n'est-ce pas? Il dit mise en examen, voilà, je ne réponds pas. Alexandre Benalla se serait réfugié derrière l'information judiciaire. Mais moi, j'ai envie de leur poser une question. Est-ce qu'ils contestent l'existence d'un principe fondamental constitutionnel qui est celui de la séparation des pouvoirs? Est-ce qu'ils le contestent? Est-ce qu'ils contestent le droit de la défense d'Alexandre Benalla? Soit il ment et les passeports diplomatiques, il les avait depuis le début et ils n'ont pas fait ce circuit, cet aller-retour à l'Élysée. Soit effectivement il protège quelqu'un, soit
il y a de sa part la volonté de nous égarer.